Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, ouverture du Forum international Afrique Développement à Casablanca, au Maroc, ce jeudi. L'occasion pour les participants de débattre des moyens du continent pour favoriser l'émergence. Le procès des proches de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo suit son cours à Abidjan. Ces derniers jours ont eu lieu les auditions des membres du gouvernement ainsi que de son fils Michel Gbagbo. Ils sont accusés, nous vous le rappelons, d'atteinte à la sûreté de l'État. Et puis focus à la fin de ce journal sur le laboratoire national de santé publique au Burkina Faso, dont une des missions consiste à contrôler la qualité des eaux minérales mises sur le marché. Le groupe bancaire marocain Attijari Wafa Bank et Maroc Export, centre marocain de promotion des exportations, organise la 3e édition du Forum international Afrique Développement depuis ce jeudi à Casablanca. Le thème retenu cette année, le temps d'investir. Aminata Tiak. La 3e édition du Forum international Afrique Développement s'est ouverte ce jeudi 19 février à Casablanca au Maroc. L'événement est organisé conjointement par le groupe Attijari Wafa Bank et Maroc Export, deux organismes très impliqués dans les relations économiques entre le Maroc et le reste du continent africain. Durant 2 jours, ce grand rendez-vous d'affaires sera marqué par des échanges B2B, des panels sur les problématiques de co-développement et des rencontres avec les décideurs et investisseurs concernant les grands projets en Afrique subsaharienne. Près de 1200 personnalités et décideurs économiques africains, y compris une trentaine d'entreprises, sont présents à cet événement. Notre groupe, le groupe Attijari Wafa Bank, a ainsi mené au cours des 10 dernières années, sous l'impulsion de son actionnaire de référence, la SNI, une stratégie d'expansion régionale dont l'objectif de contribuer à la construction d'une solution africaine qui puisse répondre aux besoins des acteurs économiques, mais aussi des peuples frères dans chacun de nos pays de présence. À travers notre présence sur le terrain, nous sommes ainsi convaincus chaque jour davantage que c'est réellement par l'investissement que nous pouvons créer le changement tant attendu. La cérémonie officielle d'ouverture de ce forum a été également marquée par l'intervention de plusieurs personnalités, notamment celle du secrétaire général de la présidence de Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly, qui a tenu à rappeler l'importance des investissements privés dans les relations économiques sud-sud et le développement du continent. Les investissements tant publics que privés ont permis à la Côte d'Ivoire d'enregistrer un taux de croissance économique de l'ordre de 10,7% en 2012, de 9,2% en 2013 et de 9% donc en 2014. Le gouvernement entend maintenir son principal objectif qui est de continuer à réaliser une forte croissance inclusive et soutenable tirée par l'investissement privé dans un environnement macroéconomique stable. Je voudrais saluer les performances des banques marocaines et particulièrement donc, la banque Attijari Wafa en Côte d'Ivoire et inviter les entreprises marocaines donc, à suivre l'expérience de ces banques qui sont bien implantées dans notre pays. La rencontre se tient jusqu'à ce vendredi 20 février. Elle devrait être sanctionnée par un bilan dressé par les représentants de gouvernement et de personnalités venus des pays du continent africain. Et ce forum est aussi l'occasion de dynamiser les échanges économiques entre les différents États du continent. Une coopération sud-sud dont le Maroc est un exemple en Afrique. Un sujet de la rédaction. La ville blanche du Maroc, Casablanca, vit depuis ce jeudi au rythme du Forum international Afrique Développement. Un forum initié conjointement par le groupe bancaire marocain Attijari Wafa Bank et Maroc Export et qui vise à poursuivre la dynamisation des échanges d'expertise et des échanges commerciaux entre les pays du continent. En tête de cette coopération sud-sud, le Maroc, qui est le premier investisseur dans la zone CEMAC et UMOA et dont le roi Mohamed VI multiplie les visites en Afrique subsaharienne. Le redressement de la situation passe par la mutualisation de nos moyens et passe aussi par l'accroissement de nos échanges. En témoigne la trentaine de visites de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, effectuées dans des pays subsahariens en vue de raffermir les liens d'amitié et de partenariat entre le royaume et ces pays. La coopération sud-sud a depuis longtemps été identifiée comme un facteur de développement pour le continent, mais a tardé pour différentes raisons à être mise en place par les États. Aujourd'hui, cette coopération est effective et se traduit par de véritables chiffres. Signature de près de 3000 conventions et accords bilatéraux établis en un peu plus d'une décennie, création d'une quarantaine de commissions mixtes,
une progression des échanges commerciaux entre le Maroc et l'Afrique de 13% annuellement durant ces dernières années. À fin de 2013, nos flux commerciaux ont atteint 4,3 milliards de dollars américains. Et sur le plan, je termine, sur le plan des investissements, en 2013, plus de la moitié des investissements marocains à l'étranger ont été réalisés en Afrique. Énergie, agro-industrie et infrastructures, c'est en mutualisant leurs moyens que les États du continent parviendront à dynamiser ces secteurs et ainsi favoriser la croissance, diminuer le taux de chômage et améliorer les conditions de vie des populations. Coup dur pour le président nigérian et candidat à sa propre succession, Goodluck Jonathan. À 6 semaines de l'élection présidentielle, l'ancien général et chef d'État Olusegun Obasanjo a quitté le parti au pouvoir, le PDP. Explication avec ce sujet d'Ibra Khadindiaï. Coup dur pour le PDP, le Parti démocratique populaire au Nigeria. À 6 semaines de la présidentielle, l'ancien président Olusegun Obasanjo a claqué la porte de sa formation politique, le parti au pouvoir dirigé par le chef de l'État Goodluck Jonathan, qui semble de plus en plus isolé sur la scène politique du Nigeria. De toute manière, il y avait déjà une crise politique assez importante au niveau du PDP, le parti au pouvoir. Et les accusations d'Obasanjo vis-à-vis de Jonathan, notamment sur la volonté de Jonathan de frauder ou en tout cas de contourner le système pour se maintenir au pouvoir, était de plus en plus répété depuis un moment. On sait en même temps que Jonathan a toujours dit qu'il était un peu le poulain d'Obasanjo, donc c'est aussi une rupture, je pense, entre deux personnalités. C'est Obasanjo qui avait tenu à ce que Jonathan soit le vice-président de Yar'Adua au moment où Obasanjo lui-même quittait le pouvoir. Donc c'est un peu grâce à Obasanjo que Jonathan est aujourd'hui président du Nigeria. C'est grâce à lui qu'il a été candidat du PDP. Même si l'ancien chef de l'État n'a pas ouvertement exprimé son soutien au candidat de l'opposition Mohamed Bouhari, il a toutefois déclaré que ce dernier serait le plus à même de mettre un terme à l'insurrection menée par Boko Haram. La question des élections, elle est quand même relativement à dissocier de l'affaire de Boko Haram. La crise de Boko Haram dure depuis un certain temps. Le groupe a lancé une insurrection en 2009. On a fait les élections en 2011. En 2011, il y a eu plusieurs centaines de morts dans le processus électoral. Personne ne les a attribués à Boko Haram. Ce sont des violences politiques qui sont classiques au Nigeria, même si l'une, celle de Boko Haram, a tendance à phagocyter l'autre, celle de l'élection. Mais je crois que ce sont vraiment deux problématiques différentes et que de toute manière, la question, entre guillemets, de la réélection de Jonathan n'est pas fondamentalement liée à Boko Haram, même si Boko Haram explique que son objectif est que Jonathan parte. Donc si Jonathan n'est pas réélu président du Nigeria, pour Boko Haram, ce sera également une victoire. Ils pourront annoncer qu'ils ont atteint leur objectif. La présidentielle est prévue ce 28 mars 2015, une élection que le leader de Boko Haram promet d'empêcher. Tandis que l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo attend son procès à la Cour pénale internationale de La Haye pour sa responsabilité dans les violences de la crise post-électorale de 2010-2011, ses co-accusés, quant à eux, sont jugés pour atteinte à la sûreté de l'État par la Cour d'assises d'Abidjan. Biarama Saonera. En Côte d'Ivoire, le procès des proches de l'ancien président Laurent Gbagbo se poursuit. Ces derniers jours, des personnalités de l'ancien régime se sont succédées devant la cour d'assises d'Abidjan. Il s'agit entre autres de Pascal Affinguessan, ancien premier ministre, Geneviève Brogrébé, présidente des Femmes patriotes de Côte d'Ivoire, Théa Kouo Narcisse, ancien chef de cabinet de la présidence, et Michel Gbagbo, fils de l'ancien président ivoirien. Les accusés dans leur totalité, mis en bloc et en détail les faits suffisamment graves qui leur sont reprochés. On a noté aussi par moment que l'enquête avait manqué souvent de consistance. Donc c'est un élément important à relever. Il faut également relever que M. Pascal Affinguessan, président du FPI, à la barre, a fait un plaidoyer à l'endroit de la justice. Il a demandé que la justice puisse s'inscrire dans une posture de réconciliation, donc qu'elle puisse jouer son rôle la réconciliation en rendant un verdict, une décision, a-t-il dit, une décision opportune. Démarrée fin décembre, la session d'assises continue afin de juger 82 personnes proches de l'ancien chef de l'État ivoirien Laurent Gbagbo. Ils sont accusés d'atteinte à la sûreté de l'État. Cependant, pour les militants des droits de l'homme, les victimes de la crise post-électorale sont oubliées dans ce procès. Parce que lorsqu'on regarde les charges qui sont retenues contre les prévenus, ce sont les charges contre l'État, à savoir attentat à la défense nationale, attentat ou complot contre l'autorité de l'État. Il n'y a rien qui puisse éclairer,
qui puisse être pour la protection des victimes. C'est cela que nous déplorons. Michel Gbagbo a comparu ce mercredi. L'ancienne première dame ivoirienne Simone Gbagbo sera aussi entendue lundi prochain par la cour d'assises d'Abidjan pour atteinte à la sûreté de l'État. A rappelé que les violences entre pro-Gbagbo et pro-Ouattara ont fait plus de 3000 morts jusqu'en mai 2011. Au Burkina Faso, le laboratoire national de santé publique a été créé pour assurer la sécurité sanitaire des populations. Ainsi, ce laboratoire contrôle entre autres la qualité des eaux minérales mises sur le marché par les producteurs. Reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Wandiam Valentin Compaoré. La production d'eau minérale est un secteur d'activité florissant au Burkina Faso. Depuis une dizaine d'années, des entrepreneurs s'y investissent avec pour ambition de mettre sur le marché de l'eau potable. Mais dans cet élan de production, la qualité de la ressource se pose. C'est ainsi que le laboratoire national de santé publique, qui a pour mission d'assurer la sécurité alimentaire au Burkina Faso, s'attelle à la vérification de ces productions d'eau pour un respect des normes de qualité. Nous travaillons au diagnostic des risques que présente une eau mise à la consommation humaine à travers le contrôle de certains paramètres. Alors les paramètres sont microbiologiques et physico-chimiques. Donc, je peux vous citer un exemple de paramètres microbiologiques. Lorsque nous faisons le test, le contrôle de l'eau, et que nous trouvons des coliformes, les coliformes sont des signes de manque d'hygiène dans l'environnement où cette eau a été collectée. Ça peut être aussi la présence d'arsenic, de plomb, de mercure. Le Burkina Faso dispose de plus de 400 marques d'eau minérale en sachet, mais environ une dizaine d'unités industrielles dont l'unité de production d'eau Yelba. Dans cette usine qui a une capacité de production de près de 3000 bouteilles d'eau par jour, son responsable affirme que le suivi de la qualité reste leur leitmotiv. Au niveau de l'eau Yelba, nous travaillons avec du matériel des dernières générations et des technologies de pointe qui nous permet d'avoir de l'eau de très bonne qualité, pure et naturelle, que nous proposons sur le marché. Ensuite, nous travaillons aussi avec les différents laboratoires pour le contrôle des qualités. Il faut noter que des marques d'eau sont souvent suspendues pour non-conformité. Le laboratoire national procédant à des contrôles mensuels sur les productions alimentaires. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.